Allez, on attaque. On a un quorum, on a atteint un certain quorum. Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire de BMC Software. Je m'appelle Fred Losso, je fais partie de l'équipe à vente de BMC en France. Aujourd'hui, c'est un webinaire technique. On est ensemble pour à peu près 60 minutes, peut-être un peu plus en fonction des questions qui seront posées dans le chat. Comme vous avez certainement remarqué, pour ceux qui sont habitués à nos webinaires, on a changé de plateforme, on est sur Zoom maintenant. Donc on tâtonne encore un peu, hein, je vous le dis franchement. On a quand même quelques éléments en commun avec le GoToWebinar qu'on utilisait avant. Notamment, vous avez toujours l'interface de chat qui est disponible et puis une plateforme de Q&A aussi pour poser vos questions. Donc, si vous entendez correctement ma voix, n'hésitez pas à mettre un petit message, soit dans le chat, soit dans le Q&A. Ce sera toujours ça prie pour valider que le webinaire se déroule correctement. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet Control-M, MFT et MFTE. Et je serai accompagné par Pierre Clapier de l'équipe avant-vente que vous voyez actuellement sur vos caméras. On est très content car il semble que ce sujet en particulier nous vaut une très bonne ambiance aujourd'hui. Alors je pense que, alors on a fait un peu d'analyse quand même, parce on analyse quoi. On a fait une petite analyse du pourquoi, du comment. Alors bon, il y a la raison très simple qui fait que on sait qu'en général, en moyenne, chez les utilisateurs d'automates d'exploitation, il y a 20% des jobs qui sont des transferts de fichiers et il est naturel de faire le lien entre le transfert de fichiers et l'automatisation. Mais si on va au-delà de ce phénomène que tout le monde connaît, il y a une nouvelle loi qui est passée qui impose la dématérialisation des factures. Donc ça a déjà été instauré dans le secteur public depuis 2020, mais maintenant, toutes les entreprises ont l'obligation de faire de la facture électronique. Et ça, c'est une extension du secteur public qui touche le B2B et toutes les associations assujetties à la TVA et établies en France. Donc, ça touche beaucoup de monde. Donc, le sujet du transfert de fichiers est devenu absolument critique. La réforme dont je parle, elle va avoir plusieurs étapes de déclenchement. Donc, il y aura une première étape le 1er septembre 2026 et une deuxième étape en septembre 2027. Donc, en 2027, c'est fini. Tout le monde est passé à la facture électronique. Et donc, ça va changer, je pense, notre quotidien. C'est pas une révolution non plus, mais en tout cas, ça va avoir une influence très claire sur la génération des fichiers, la dématérialisation, bien sûr, et puis le traitement des factures d'une manière générale. Donc, tout sera électronique dans un futur très proche. Et donc, ça va toucher toutes les IT de France et de Navarre, bien entendu. Donc, ce webinaire, comme je le disais, il est enregistré et il sera possible de le rejouer dans quelques jours. Je vous rappelle qu'il est possible de nous poser des questions. On a l'interface complète pour ce faire. Et on aura une session de questions-réponses en fin de présentation, ce qui veut dire que si vous déposez vos questions suivant la question, soit on répond à la volée, soit on y répondra à la fin. Je te passe la main, Pierre. Merci beaucoup, Fred. Et effectivement, merci beaucoup pour votre participation au sondage. Vous allez voir que ça va faire le lien naturel avec, on va parler tout d'abord des challenges. Avant de parler de solutions, c'est déjà parler des différents défis que vous pouvez potentiellement rencontrer aujourd'hui autour du sujet du transfert de fichiers. Donc, nous, en tant qu'éditeurs, en discutant avec vous, clients et prospects, quand on parle effectivement des transferts de fichiers aujourd'hui, le constat, et vous l'avez parfaitement répondu sur le sujet, c'est la multiplication des outils qui sont utilisés aujourd'hui au sein d'une organisation pour opérer ces transferts de fichiers au quotidien. Donc, il y a pas mal de solutions, on l'a vu, de type Axway, côté IBM aussi, avec XFB, je crois, des mémoires à une fin de support annoncée début d'année prochaine. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de sujets, effectivement, autour de certaines solutions qui sont quelque part en fin de vie, en fin de support et qu'il faut effectivement remplacer. Donc, c'est effectivement pour nous une opportunité. D'ailleurs, en France, on le cite souvent, mais il y a deux protocoles qui sont extrêmement proches du marché français. Donc, on a évidemment PUSIT, qui est encore très présent sur le marché français, notamment dans les banques et les assurances, parce que c'est le protocole privilégié pour encrypter des fichiers et avoir des communications avec la Banque de France. Donc, c'est la Banque de France qui impose l'utilisation de PCIT. Et normalement, le PCIT devrait être remplacé par l'EBIX, qui est un autre protocole, mais normalement qui devrait être celui privilégié par les entreprises actuellement. Bon, dans les faits, on sait ce qui se passe.
ça traîne un peu pour remplacer l'un par l'autre. De toute façon, quand on a créé des milliers de paramétrages de fichiers de transfert sur PCIT, on n'a pas envie de se coltiner la transformation. Donc, SFTP est quand même, je pense, un des protocoles les plus importants. Standard, effectivement, il y a des personnes qui souhaitent abandonner PCIT, justement, suite à la fin de vie de certaines solutions, commencent à réfléchir effectivement à basculer certains transferts en protocole FTP qui sont… S'il n'y a pas de contrainte, légale pour utiliser PCIT WebEx. Après, les acteurs du marché sur le transfert de fichiers, alors la liste est pléthorique, mais dans les grands générateurs de solutions dans ce domaine-là, effectivement, tu l'as cité, il y a Axway en France, IBM au travers de Sterling Commerce notamment, qui a été racheté il y a très 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 longtemps. Donc, c'est des solutions que tout le monde connaît, qui a un marché qui est déjà très mûr, tout le monde est déjà très présent. Et l'interaction avec le scheduler s'est faite quand même assez naturellement au fil du temps, et même les automates d'exploitation disposent souvent d'une branche vers la connexion vers un transfert de fichiers quelconque. Tout à fait. Donc, effectivement, c'est de multiples solutions qui peuvent être rencontrées au sein d'une organisation, mais ce qui va être rencontré aussi très majoritairement et ce qui pose souvent souci sur du moyen long terme, ce sont les scripts. Des scripts, on a des clients, effectivement, qui ont plusieurs centaines de scripts pour opérer leurs différents transferts de fichiers. Et la problématique, vous l'aurez compris, c'est en termes de maintenance. Dès que vous avez des authentifiants qui sont amenés à changer, c'est trop compliqué de revenir un petit peu sur cet historique. Comme toute organisation, les personnes changent. Tout n'a pas forcément été documenté et on peut perdre un certain temps pour pouvoir justement intégrer tout le changement au sein de ces scripts. C'est aussi, et j'en reparlerai par la suite, c'est problématique pour mettre en place de nouveaux use cases avec de nouvelles technologies. On a parlé du cloud, mais c'est déjà de s'approprier effectivement l'ensemble de ces solutions et les intégrer dans des scripts existants, c'est pas toujours évident. Donc le fait aussi d'avoir énormément de silos pour opérer vos différents transferts de fichiers, ça complexifie toute la partie troubleshooting. Vous n'avez pas de vision centralisée, donc les équipes sont obligées d'aller dans diverses applications pour essayer de comprendre pourquoi le transfert ne s'est pas opéré. Ensuite, on rencontre aussi pas mal de problèmes de performance. Alors là, plutôt côté scheduling, quand justement l'automate n'est pas responsable à comment parler des transferts de fichiers, ce qu'on a toujours fait depuis le début, c'est la notion de file watcher. Donc, file watcher, je le rappelle pour tous, c'est la capacité à conditionner la soumission d'un traitement par rapport à la présence d'un ou plusieurs fichiers dans une arborescence. Il faut savoir que c'est un processus qui est consommateur en termes de CPU. Et pour les clients qui sont en attente d'une multitude de fichiers, il s'est avéré qu'ils ont été obligés de mettre en place de la répartition de charges sur les attentes de fichiers pour pouvoir absorber justement des gros pics de chargement. Donc, voilà, ça c'est Oui, c'est toute la différence entre créer un processus qui va pousser un fichier et qui va être le générateur du processus d'ingestion du fichier, on va dire, et l'autre système qui consiste à attendre des fichiers à intervalles réguliers et faire un système de polling. Alors, on a connu toute cette complexité sur j'attends un fichier, mais comment est-ce que je sais si le fichier a vraiment terminé son transfert? On se souvient que certaines solutions, notamment, devaient avoir la compilation d'un certain module dans le kernel des plateformes Unix pour pouvoir effectivement détecter la fermeture d'un fichier. Ou alors, on a vécu aussi la situation où on essayait de renommer le fichier pour valider que le transfert était bien terminé. On l'a fait, on l'a fait. Le scripting, toujours roi. Et donc, c'est des problématiques qui sont toujours assez étonnamment toujours d'actualité pour valider ce genre de choses. Mais donc, dans le transfert de fichier, il ne faut pas seulement transférer le fichier, il faut valider que le fichier est complet à l'arrivée. Exactement. Et ce qui fait qu'effectivement, même en réduisant la fréquence peut-être de rafraîchissement, c'est aussi de se dire, à un moment donné, j'ai aussi tout l'ensemble de fichiers qui sont là, mais qui ne sont pas traités. Parce que derrière, il y a l'automate, mais qui est effectivement en attente ou va vérifier les conditions de déclenchement peut-être un peu plus tard. Et je parle aussi de problème d'agilité. Justement, je parlais tout à l'heure d'intégration du cloud. Donc, vous l'avez dit, potentiellement, vous opérez aujourd'hui différents transferts avec un, voire plusieurs cloud providers. Et c'est toute la problématique derrière d'intégrer justement dans vos scripts existants, dans vos outils, toutes les API, les web services qui doivent être utilisés pour pouvoir échanger des fichiers avec ces différents environnements. J'ajoute une petite chose, c'est que au-delà du transfert de fichiers, dans certains contextes, notamment effectivement banque, assurance, légalement, vous êtes contraint de conserver l'information sur plusieurs années,
que tel fichier a été bien transféré, qu'il a été bien stocké, que le transfert n'était pas corrompu. Tout ça s'ajoute aux contraintes que chacun doit supporter. Et si on vous demande poliment au cours d'un audit de valider qu'il y a 6 mois, 1 an, tel fichier de tel partenaire a bien été transféré et reçu, bah, vous devez être capable de sortir la log du transfert. Absolument. Ça fait partie des challenges qui sont rencontrés effectivement sur toute la partie compliance, où vous êtes, comme toute organisation, contraint par certaines réglementations, où vous devez définir des périodes de rétention spécifiques en fonction des données que vous manipulez aujourd'hui au sein de votre entreprise. Ne serait-ce que les données des employés, les données financières, les données de paye, les données de transaction. Tout ça doit être stocké et restitué, si on vous le demande, sur 5 à 10 ans en fonction du type de données. Sans oublier tout ce qui est lié à la médecine. Et données de santé également. Donc voilà, les sous et la santé, ça c'est généralement des choses un petit peu sensibles. Ouais. Vous l'avez partagé tout à l'heure, effectivement, tout le monde aujourd'hui échange généralement des fichiers avec des partenaires externes, donc des entités juridiques différentes, où là justement on a du coup des contraintes technologiques pour pouvoir s'échanger de manière sécurisée des fichiers avec ces différents partenaires externes. Et bien souvent, les organisations nous remontent une certaine complexité justement pour intégrer un nouveau partenaire, puisque ça implique potentiellement différentes équipes au sein de la DSI de devoir manipuler différentes briques technologiques pour pouvoir autoriser et intégrer ces nouveaux partenaires externes. Et enfin, on a parlé aussi politique de sécurité, alors que ce soit sur la partie politique de rétention au niveau des logs, au niveau de la traçabilité, mais aussi tout ce qui va être pour sécuriser les transferts en tant que tels et sécuriser la donnée quand elle est en transit justement entre différents environnements. Et le dernier challenge, ça fait le lien également avec ce qu'on vous disait, c'est justement le côté un petit peu multi-cloud, où aujourd'hui, quand on parle effectivement d'un flux métier, vous pouvez avoir des choses qui démarrent on-premise, qui continuent côté GCP parce que vous avez fait le choix du data warehouse sur GCP, et puis côté Azure parce que vous avez fait le choix du décisionnel Azure. Et là, c'est toute la force justement de Control-M de vous apporter ce framework agnostique pour opérer ces différents transferts et ces différentes actions, tâches au travers de tout environnement quel qu'il soit. Voilà un petit peu pour résumer l'ensemble des challenges aujourd'hui auxquels on va répondre au travers de l'offre de Control-M et des capacités, donc MFT, MFTE, comprendre l'acronyme Managed File Transfer, Managed File Transfer Enterprise, donc la gestion des transferts de fichiers internes et on le verra externes. Donc encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser en direct. On peut faire quelque chose de dynamique, d'interactif, sans pour autant attendre la fin de la réponse. Je surveille les questions. Et faire la Q&A. Je fais très brièvement, en une phrase, rapidement, un petit récap sur Control-M, peut-être pour ceux qui découvrent, mais logiquement, tous ceux qui sont pleinement aujourd'hui connaissent Control-M. Donc, je le rappelle, aujourd'hui, c'est un framework stratégique d'orchestration pour une entreprise pour pouvoir piloter l'ensemble des traitements applicatifs, mais aussi, on voit pas mal de traitements de maintien en condition opérationnelle des infrastructures et le pilotage des transferts de fichiers au sein d'une organisation et pouvoir piloter tout ça de manière centralisée pour les équipes d'exploitation et d'opérer, gérer la production au quotidien. De manière simple, Control-M est le chef d'orchestre des chefs d'orchestre, c'est-à-dire qu'il est capable de donner des ordres autant sous la forme de script à des machines Unix, Linux ou Windows. Il va être capable de donner des ordres à la S400, au mainframe, mais aussi aux ERP type Oracle Business Suite ou SAP, et de mener toutes ces exécutions de manière homogène ou harmonieuse sur la globalité d'un périmètre qui peut être effectivement on-premise ou dans le cloud. C'est ça. Donc vraiment un orchestrateur agnostique et c'est pour vous justement un framework aussi de simplification pour pouvoir intégrer et piloter l'ensemble de ces différentes applications. Mais concrètement, on peut se dire que la bonne pratique serait de dire qu'il n'y a rien qui part en production si ne s'est pas piloté par Control-M. C'est l'idéal et beaucoup de grands groupes ont fait ce choix-là. Maintenant, un grand pouvoir, de grandes responsabilités. Tout à fait, j'allais le dire. Donc maintenant, pour résumer sur la partie MFT, concrètement, de manière très pragmatique, quand on parle de Control-M MFT, donc Managed File Transfer, ce sont pour les échanges internes. Donc concrètement, c'est finalement une capacité de client-serveur FTP qui va être déployée localement au niveau de vos différents agents Control-M existants. Bien évidemment, vous pourrez sélectionner sur quels agents vous pourrez déployer ces capacités, mais une fois que vous avez déployé cette fonction, vous avez la possibilité maintenant de modéliser des workflows avec des traitements natifs, des jobs natifs
de type transfert de fichiers. Donc, dans lequel vous pourrez effectivement utiliser les protocoles de type FTP, SFTP, FTPS et AS2. Donc ça, c'est l'idée, c'est de ne plus passer par des jobs OS, par des jobs scripts. C'est vraiment d'avoir quelque chose simple, créé à l'emploi, avec quelques champs à renseigner, des cases à cocher, des listes déroulantes pour pouvoir justement mettre en place vos différents transferts de fichiers. Alors, quand le job se termine en vert, c'est pas juste que le transfert de fichier est terminé, c'est qu'il s'est correctement effectué. Effectivement, on va un petit peu plus loin, on va faire des tests d'intégrité, on va faire c'est un ensemble de contrôles qui vont s'assurer effectivement du bon fonctionnement, du bon transfert de fichiers et de son intégralité entre les deux points. Donc, effectivement, pas mal de vérifications qui sont faites de notre côté contrôle. C'est un checksum. C'est un checksum qui est fait. Entre autres. Également disponible, alors il faut le savoir, quand vous déployez cette capacité MFT localement au niveau de ces agents, vous avez aussi, de ce fait, nativement accès à une interface web pour permettre à vos utilisateurs internes de venir déposer ou récupérer des fichiers. Donc là aussi, c'est pour des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec des clients FTP, c'est de leur fournir un moyen simple de pouvoir échanger des fichiers de manière sécurisée et surtout de pouvoir tracer ces échanges. On va souvent faire le lien avec le reporting, mais c'est aussi ça, le gros bénéfice d'intégrer tout ça dans Control-M, c'est de récupérer cette vision centralisée et de tracer absolument tout ce qui s'opère au sein de votre système d'information. Donc, on a un petit peu parlé aussi de sécurité en introduction au niveau des différentes challenges. Donc, on va parler ici de la possibilité de pouvoir encrypter, décrypter vos transferts avec le protocole PGP et également de mettre en place des clés SSH pour toute la partie SFTP. Donc, ce qui permet effectivement de rajouter une couche de sécurité supplémentaire dans le cadre de ces transferts. Donc, parfois, des sécurités qui sont obligatoires en fonction du type de données qui sont manipulées. On revient un petit peu sur les débats autour des données de santé et des données financières. Même si c'est de l'interne, bien souvent, on vous demande de crypter d'une certaine manière l'information. Alors, on fait souvent cette analogie en parlant de l'automate d'exploitation, de dire que c'est un peu, par rapport à un corps humain, c'est le cœur, et les fichiers qui sont souvent de la donnée, on pourrait contester un peu cette définition, mais c'est un peu le sang de l'entreprise, et donc Control-M va pomper toutes les données vers l'extérieur ou vers l'intérieur de l'entreprise pour justement traiter les salaires, traiter les factures, et tout va se faire de manière sécurisée et visible dans une seule et même interface. Ce qui est toujours frappant, c'est de se dire que cette gestion de la donnée pendant très longtemps, pour les données critiques, elle était bien gérée, mais pour les données moins critiques, elle était gérée de manière un peu sur le bord, on va dire. Maintenant, tout est devenu important et tout est devenu sujet à analyse et BI, on dirait. Donc, c'est ce qu'on fait aussi avec Control-M. Donc, voilà pour les échanges internes. Donc là, c'est, encore une fois, je le résume, c'est la capacité Control-M MFT. On déploie cette capacité localement au niveau des agents et on va parler ensuite de traitement de type transfert de fichiers avec les différents protocoles qui ont été cités précédemment. Ensuite, la possibilité, j'en ai parlé, d'échanger les fichiers simplement avec les différents cloud providers. Donc, on a parlé effectivement d'Amazon, de Google, d'Azure et d'Oracle. Concrètement, c'est la possibilité de paramétrer de manière très simple justement la configuration, l'authentification avec ces différents cloud providers. On va parler essentiellement de secret key, accès de secret key, ce genre de choses qu'on verra par la suite directement dans la plateforme. Mais c'est concrètement la capacité en donnant 3-4 informations de pouvoir très facilement paramétrer les transferts de fichiers avec vos environnements cloud. Et encore une fois, de suivre tout ça de manière centralisée, de tracer, de faciliter le diagnostic aussi, le troubleshooting en cas de problème. Encore une fois, je le rappelle, je vois qu'il y a des pop-up côté Q&A. Oui, j'ai vu des questions. Est-ce qu'il y a également des transferts de fichiers avec S3 Bucket et Blob Azure? Oui, absolument. Donc, quand on parle S3, c'est S3 Bucket et côté Azure, c'est bien du Blob. Donc, on le verra, ça se fait au niveau des connection profiles. Je ne sais pas si c'est une notion qui vous est familière, mais c'est généralement quelque chose qui va nous permettre de paramétrer justement toute la partie authentification, ce qui va permettre de séparer finalement la partie authentification de la partie design et de se dire, j'ai d'un côté des administrateurs qui ont accès à ces comptes avec user mot de passe et d'un autre côté, des profils plutôt développeurs qui vont utiliser ces connection profiles pour pouvoir justement mettre en place les use cases autour justement des transferts de données. Ça, c'est un enjeu qui est lié au DevOps, c'est le fait que
les développeurs étant de plus en plus impliqués dans la création de chaînes de traitement, les profils de connexion permettent de segmenter les accès qu'ils ont. Absolument. Et donc, ils auront accès, par exemple, au transfert de fichiers dans les environnements de test, mais par contre, ils ne pourront pas accéder aux vraies données, aux vrais fichiers qui sont transférés en production, parce que ça peut être tout simplement, une fois de plus, des données médicales de santé ou des données liées à des comptes en banque de clients ou des soldes de comptes en banque de clients, ce qui ne serait pas très sécurisé. Pardon. J'ai une deuxième question. Toutes ces fonctionnalités indiquées sont dispo à partir de la 21 uniquement? À partir de moins, alors 21, oui, il y a les dernières fonctions, je crois, sur la partie encryption, décryption, PGP. Ouais, on en parlera dans les derniers il y a une partie, effectivement, roadmap, évolution. Donc, on vous résumera effectivement quelles sont les dernières évolutions liées à la dernière version qui est aujourd'hui déployée chez nos clients, à savoir la 21.100. Tout à fait. Et ensuite, Frédéric vous présentera effectivement les prochaines évolutions, prochaines versions pour la partie NFT, MFTE, pour la partie 200. Donc, ce sont des sujets, effectivement, que nous aborderons un petit peu plus par la suite. Juste pour rebondir, effectivement, pour la séparation entre les connection profiles d'un côté, vous avez compris que c'est toute la partie authentification, donc, qui est quand même importante à sécuriser, et de l'autre, la partie design, c'est aussi dans un esprit d'onboarder quelque part de nouveaux profils au sein de Control M. Donc, c'est des personnes qui aujourd'hui potentiellement faisaient du scripting ou utilisaient des solutions citées précédemment, à savoir Axway, IBM ou tout autre, et qui demain seraient amenés à travailler avec Control M. Et là, il faut se dire que voilà, on a la capacité de faciliter l'intégration de nouveaux collaborateurs en simplifiant déjà dans un premier temps l'interface graphique, mais aussi en sécurisant les différents éléments auxquels il aura accès, dont les connection profiles, en fonction des environnements qu'il aura ciblés. Donc, on en reparlera aussi, mais c'est travailler sur toute la partie convention de nommage, les forcer à respecter les nomenclatures, parce qu'on parle bien évidemment de production de Control M, donc on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Donc voilà, je vais vous parler effectivement d'intégrer encore une fois de nouveaux collaborateurs sur Control M, qui n'est pas dédié que à des profils techniques, effectivement, que aux gens de l'IT. Aujourd'hui, voilà, on a les interfaces qui permettent d'intégrer tout autre type de profil. D'autres questions? Juste une petite, tu peux passer au slide suivant. Juste une remarque, j'ai cité tout à l'heure PCIT et EBIX qui sont deux éléments clés et des protocoles très français. Alors, il est clair que BMC étant une boîte très internationale et vu le pléthore de protocoles qui existent, il y a certains protocoles qu'on ne portera pas. Et on sait par ailleurs que la majorité des clients n'ont pas une solution de transfert de fichiers, ils ont beaucoup de solutions de transfert de fichiers. Donc, même si on ne supporte pas PCIT et EBIX, vous avez, on le sait tous, des transferts SFTP, potentiellement des transferts en AS2 et des protocoles que nous supportons au travers de MFT qui sauront trouver un usage pour cette partie du produit. Pour ce qui est PCIT et EBIX, on a toujours un partenariat avec Cegid, qui a racheté la société Cedricom et qui peut faire des transferts de fichiers sécurisés en PCIT et en EBIX à travers un client PCIT EBIX à installer sur des plateformes. Et avec eux, on peut s'intégrer. Mais si vous utilisez encore du CFT Axway ou du Sterling Commerce pour faire du PCIT, eh ben, gardez-le uniquement pour le PCIT et vous pouvez passer sur MFT pour faire tout le reste. C'est un peu l'esprit. Absolument. Alors, il faut savoir que c'est un vrai sujet d'actualité. On en parlait à la fin de support de XLB début d'année prochaine. Voilà, force les organisations à faire un petit peu un audit sur l'existant, sur les différents protocoles qui seront utilisés, puis voir les alternatives, effectivement, qui leur sont offertes. Voilà pour la partie transfert interne hybride. Donc, vous l'avez compris, là, c'est essentiellement du transfert de serveur à serveur, mais malgré tout ça configuré de manière très simple côté Control M, et surtout de pouvoir l'intégrer au séquencement que vous avez déjà et d'arrêter de faire tout simplement du file watcher, de regarder si un fichier est présent, autant directement s'occuper soi-même du transfert. Maintenant, pour ce qui est des transferts avec vos partenaires externes, donc là, c'est généralement quand même une architecture un petit peu différente parce que on parlait tout à l'heure de manipuler, d'échanger des données sensibles, des données financières, des données de santé. Donc là, on va nécessiter de sécuriser effectivement d'autant plus l'ensemble des échanges avec ses partenaires externes. Et pour faire ça, dans Control M, on a une notion de site. Donc un site, c'est un concept vraiment pur Control M, concept logique qui va permettre effectivement de définir différents environnements
pour échanger des fichiers avec vos partenaires externes. Donc, ces environnements, ça peut représenter différents sites géographiques, ça peut représenter potentiellement différents domaines métiers. On parlait du financier, de la santé, des fournisseurs, de la logistique, ce genre de choses, business unit ou autre. Et l'idée, c'est que chaque site va posséder ses propres composants. Donc, on va parler de deux composants principaux qui sont MFT Gateway, qui seront la partie, le point d'entrée de vos partenaires externes pour échanger les fichiers, le point d'entrée de connexion. Donc, encore une fois, via un client FTP, on en reparlera via une interface graphique. Et ensuite, derrière, un hub qui, lui, se chargera effectivement de stocker le fichier qui sera déposé par le client ou de mettre à disposition le fichier à vos différents partenaires. Et comme vous voyez, quand on est sur des choses un petit peu sensibles, sur des périmètres métiers très sensibles, la possibilité de mettre tout ça en haute disponibilité. Donc, nous, côté bonne pratique, ce qu'on recommande, c'est à minima 2 gateways quand on parle de haute disponibilité et 3 hubs pour la partie stockage de fichiers. On a une petite question. Est-il possible de transférer des fichiers sans qu'ils ne soient copiés au niveau du serveur MFT Hub? Alors, il faut savoir que le fichier, il n'est pas stocké déjà côté MFT Gateway. Côté MFT Hub, on pourrait effectivement derrière automatiser un rebond. Ça pourrait être, le hub ne pourrait être qu'un rebond. Et derrière, dans le séquencement, vous avez à nouveau un transfert de fichiers interne pour pouvoir effectivement supprimer automatiquement le fichier du hub. Le hub en tant que tel, c'est un ou plusieurs agents Control-M qui possèdent la fonctionnalité MFT. C'est une très bonne remarque. Un hub est un agent Control-M sur lequel on a déployé la capacité MFT, mais qui fait partie d'un site. Ouais. À partir du moment où on mettait un agent MFT dans un site, ça devient un hub. Là, c'est juste un vocabulaire propre à Control-M, mais ça reste malgré tout la même technologie qui est derrière. Ouais. Donc, le gateway, c'est juste un point d'entrée. Le gateway, lui, généralement, est déjà situé dans une DMZ. Et derrière, ne fait que faire le proxy, faire le lien avec le hub qui se trouve derrière pour sécuriser justement les entrées. Rien n'est stocké au niveau de la gateway, c'est très important. Absolument rien, absolument rien. Là, dans les dessins que tu montres, bon, il y a 2 gateways, c'est pour de la haute disponibilité. Tout à fait. Et toujours sur le diagramme du haut, il y a plusieurs MFT hubs. C'est pour montrer aussi qu'il y a de la haute disponibilité. Au niveau des hubs et des gateways. Et il y a autre chose à comprendre, c'est que dans un contexte où on est sur principalement Linux, on va se le dire, on peut faire du partage de fichiers, c'est-à-dire que l'endroit où les fichiers sont reçus peut être un partage NFS. Tout à fait. C'est un partage de fichiers qui est fait derrière pour stocker l'ensemble de tout ça. Exactement. Et donc, concrètement, sur le diagramme du haut, je peux donner un coup de fusil dans une des gateways MFT, l'autre va prendre le relais automatiquement. Je peux dézinguer 2 MFT hubs, le troisième prend le relais aussi, sachant qu'il pourra, enfin les 3 MFT hubs accèdent au même serveur NFS qui possède les mêmes fichiers. Exactement. Et donc, le site américain qui est en dessous est une représentation technique d'un système qui est beaucoup plus simple, sans haute disponibilité. La partie américaine est moins critique. Voilà. Du coup, c'est moins important que l'Europe. Voilà. On considère qu'un gateway et un hub, c'est bien suffisant. Très bien. Également important, donc tout ça, vous allez le configurer directement au travers de l'interface graphique de Control-M. Et il faut savoir que tout ça peut être configuré automatiquement via le mode commande. Donc, on va parler un petit peu d'Automation API et je vais faire le lien du coup avec effectivement l'intégration d'un partenaire externe. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir construire, un service pour justement intégrer ces nouveaux partenaires qui derrière finalement ne va exploiter que le mode commande Control-M pour venir créer les différents éléments associés à ce nouveau partenaire. Alors, ça peut être un partenaire qui va être ajouté sur un site existant, peut-être recréer un nouveau site avec ses gateways, ses hubs. On va parler aussi de virtual folder. Je vous montrerai rapidement comment tout ça se configure. C'est extrêmement simple, ça va très très vite. Mais voilà, pour vous dire qu'on peut complètement l'automatiser et d'avoir un service en renseignant 4 champs qui va vous configurer l'accès à un nouveau partenaire, à votre environnement existant. Alors, on a une petite question. Dans notre projet MFTE, nous souhaitons n'avoir que 2 gateways et 2 hubs. Or, dans toutes les présentations, il y a 3 hubs. Dans la doc, c'est une préco et non une obligation. Est-ce qu'on confirme? Aucune obligation, aucune. Ce n'est que de la préconisation éditeur. Après, si vous êtes plus à l'aise avec 2 hubs, 2 hubs. Tant qu'il y en a plusieurs. Également, deuxième point, alors c'est pas juste derrière, je dépose et je mets à disposition des fichiers pour mon partenaire, on va aussi bien évidemment automatiser tout un ensemble d'actions à réaliser en fonction d'événements. Donc bien souvent, quand
votre partenaire externe va déposer un fichier dans son arborescence, on va définir des règles qui vont permettre de déclencher bien souvent des folders contrôle-M qui vont automatiquement derrière intégrer le fichier au niveau du SI, déclencher le traitement applicatif, récupérer les résultats, leur transférer ailleurs, et ainsi de suite. Vous connaissez. De la même manière, quand vous allez mettre à disposition un fichier pour un partenaire externe, vous allez avoir des règles qui vont permettre potentiellement de le notifier en temps réel, donc une petite notification avec un email, et puis dans le corps du message, un certain nombre d'informations variabilisées en fonction du fichier qui a été partagé. Enfin, dans les actions automatisées, un truc auquel je pense qui est vraiment la base de la base de la base, c'est le passage par antivirus. Aussi. Tout ça, effectivement, ça peut être du déclenchement de scripts ou de commandes particulières sur l'arrivée pour s'assurer effectivement de l'intégrité de ce qu'on transfère. Absolument, absolument. Donc, on peut vraiment tout sécuriser et tout automatiser directement au niveau de ces sites. Donc, tout ça, ça se fait encore une fois via les interfaces web de manière très simple. Donc, vous avez des partenaires externes qui vont avoir des credentials, user, mot de passe. Bien évidemment, on va pouvoir gérer la politique de gestion de ces mots de passe, à savoir la longueur du mot de passe, la complexité du mot de passe, le renouvellement du mot de passe, et ainsi de suite. Vous connaissez. Mais en tout cas, sachez que vous pourrez le gérer de manière très finement de côté contrôle. Et on vous dit, dernier point, gestion native de la haute disponibilité. Voilà, on a parlé du sujet. Si effectivement on est sur un environnement critique de facturation, de résultats pharmaceutiques ou autres, ce sont des choses que vous pouvez tout à fait mettre au dispo. Et aucune obligation, si on dit au dispo et que vous lisez dans la doc de Gateway 3 Hub, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Ouais, Bon, à minima de Gateway quand même, c'est le principe de dispo. De toute façon, dans le système de contrôle M, on a le système de host group. Et donc, quand on fait un transfert de fichiers par MFT, par nature, j'aurais tendance à dire qu'on fait systématiquement ce transfert sur un host group, ce qui fait qu'on peut perdre un des agents contrôle M avec MFT. Le transfert de fichiers aura toujours lieu. Et c'est aussi, de manière indirecte, pour cette raison, pour ce cas d'usage, qu'on a déployé les profils de connexion centralisés. Exactement. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de se recoltiner la création des profils de connexion sur chacun des agents. Ça aussi, on va revenir là-dessus, mais c'est quelque chose qui va grandement faciliter la maintenance et l'évolution effectivement de toute la partie créée dans le jeu. Je continue. Donc, on a parlé effectivement, on va dire, de récupérer, de simplifier, de recentraliser toute l'activité autour des transferts de fichiers. Vous avez une multitude de solutions, beaucoup de scripts. Et au-delà de récupérer cette capacité de transfert en tant que telle, c'est surtout l'intégrer dans vos workflows, dans vos data pipelines pour la gestion des opérations data. Donc concrètement, c'est la capacité de permettre à Control-M de pouvoir piloter le transfert du fichier, le traitement d'ingestion, d'intégration de données. Donc là, plutôt piloter toute la partie data management. Je pense à ADF, je pense à de l'Informatica, du Talent ou toute autre plateforme de data management, mais également toute la partie BI qui est derrière aussi, sur laquelle vous avez pas mal de travaux et qui pourront être orchestrés, automatisés également par Control. Je vois, il y a marqué ERP, je pense instantanément à SAP, les IDOC qui sont les les types de fichiers qui sont gérés par SAP. Il y a les sorties et les entrées depuis et vers SAP sont extrêmement importants pour que le système SAP puisse se mettre à jour et puisse fonctionner correctement. Donc, ça fait partie des cas d'usage standard, je dirais. Absolument. Et c'est surtout, après, j'ai envie de dire, c'est du bon sens. C'est juste séquencer finalement l'ensemble de ces éléments, étant donné que Control-M est en capacité à pouvoir piloter l'ensemble de ces actions. Donc finalement, à la fin de la journée, ce qu'on a, nous, en tant qu'opérateur, en tant que pilote, c'est un workflow qui, bien souvent, démarre par la partie transfert de fichiers. Donc, encore une fois, ça peut être du on-premise, ça peut être, on a parlé tout à l'heure de cloud, ça peut être un fichier d'un partenaire externe, et ensuite vous avez votre workflow qui continue habituellement sur toute la partie dataware, sur toute la partie BI, où vous allez pouvoir avoir différents profils qui vont avoir cette vision centralisée finalement de l'ensemble de la chaîne de bout en bout. Donc ce qui est intéressant, c'est que finalement Control-M va permettre de fournir à tout à chacun au sein de la DSI, quel que soit son profil, une vision en temps réel du bon déroulement de l'ensemble de ces workflows. Alors, une vision détaillée plutôt pour les pilotes, plutôt justement en cas de problème, pouvoir opérer le troubleshooting, le diagnostic, quel est le souci
qui se présentent au sein de mon traitement aujourd'hui. Et après, une vision un petit peu plus métier, où là, c'est vraiment un carré synthétique qui va présenter le bon déroulé ou non de l'ensemble du workflow pour des personnes peut-être plus côté métier et qui évitent du coup de solliciter l'IT pour savoir où ça en est, est-ce que c'est bien terminé, etc. On leur laisse de l'autonomie, ils ont accès. Potentiellement, ils peuvent juste consulter, juste regarder, mais ça suffit et ils sont très contents. Bah, de toute façon, on le sait, les métiers qui voient souvent que leur précaré sont assez friands quand même d'informations. Est-ce que mon processus s'est bien déroulé? Enfin, il n'est pas complètement illogique qu'un ou une comptable appelle l'informatique pour dire est-ce que les salaires sont bien passés? Donc, c'est important, mine de rien. Donc, ça veut dire que donner un peu de visibilité, donner trop de visibilité ou pas du tout, ça peut être anxiogène. Donner juste le carré vert qui dit ça s'est bien passé, c'est quand même très confortable. Absolument. Malgré tout, donc pour revenir sur la partie design, je pense que la majeure partie d'entre vous utilise l'interface web ou la GUI pour modéliser ces workflows de manière graphique avec du glisser-déposer et puis voilà, on modélise un petit peu le séquencement de l'ensemble de ces tâches. Je le rappelle, on a également la partie Automation API qui permet à la fois de gérer l'administration, comme je l'ai dit précédemment avec la partie ici, configuration et autres, que vous pouvez entièrement automatiser, mais également la partie design que vous pouvez configurer entièrement en utilisant soit la partie JSON, soit le client Python pour pouvoir coder le développement de l'ensemble de ces workflows. Donc, ça nous permet, nous, de toucher d'autres profils, des profils peut-être plus techniques, qui sont dans des esprits un petit peu DevOps, pour pouvoir justement, malgré tout, intégrer l'ensemble des travaux dans l'orchestrateur, qui est Control-M, pour toujours ce souci de centraliser l'activité, la vision sur l'activité, et après, toujours à des fins d'audit, de compliance, de reporting, ce qui est nécessaire derrière. On cite Azure dans le slide, dans la présentation. On pourrait tout à fait installer un hub à la volée dans un pod Kubernetes. Absolument. Là, pour le coup, rien ne nous en empêche. Après, c'est bien, c'est conteneur, on fait ce qu'on veut. Donc, comme on le disait, un contrôle-M, c'est pas que pour l'IT, c'est pas que pour du profil technique. Vous avez vraiment des gens côté métier qui peuvent avoir un accès à justement cette activité, s'assurer que ça s'est bien passé. On parle de transfert de fichiers. En fonction, encore une fois, du métier, on peut aussi avoir des engagements en termes de niveau de service, de dire ce fichier, je dois l'envoyer ou je dois le recevoir avant telle échéance. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir non seulement alerter, monitorer, mais aussi tracer et fournir du reporting sur une période donnée vis-à-vis de l'engagement de ces contrats de service. C'est des contraintes métiers classiques dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie. Oui, je dois fournir tel rapport à telle date, à telle heure. Sinon, je peux potentiellement devoir payer des amendes plus ou moins importantes. Donc, si vous utilisez cette notion de SLA aujourd'hui pour l'ensemble de vos chaînes applicatives, dites-vous que demain, vous pourrez aussi l'appliquer à toute la partie transfert de fichiers sur laquelle il y a généralement aussi pas mal de contraintes de service. En termes de monitoring, de manière très classique, vous aurez la même chose que ce que vous avez aujourd'hui, puisque le transfert du fichier sera considéré comme un traitement à part entière, donc une vision graphique ou une vision linéaire. Maintenant, pour les transferts, on a aussi une fenêtre de monitoring où on va plutôt monitorer par fichier. Donc là, vous pouvez faire une recherche par nom de fichier et vous tomberez sur déjà, est-ce que ça s'est bien passé ou non, et ensuite, quel a été le traitement qui était responsable de ce transfert, revenir sur le workflow, faire votre troubleshooting, etc. Enfin, tout ça, vous le connaissez. Donc, on a une vision de bout en bout, on fait du séquencement et on arrête les file watchers. Et bien évidemment, l'intérêt d'utiliser Control-M, c'est que c'est aussi un accélérateur pour la mise en place de nouveaux cas d'usage, puisqu'au travers de toutes les intégrations natives qu'on vous propose, tous les types de traitements qui sont mis à votre disposition, ça vous évite derrière de devoir mettre en place des scripts, de devoir développer des choses. Ça, on le fait pour vous. Donc, encore une fois, c'est juste des champs à renseigner, des cases à cocher et quelques listes déroulantes pour paramétrer le déclenchement de ce type d'opération. Donc là, on retrouve la liste des intégrations qui sont créées par ce qu'on appelle l'Integration Factory, qui sont basées principalement sur soit des lignes de commande, soit des appels à des API REST ou SOAP. Quand ça vient de l'Integration Factory, c'est maintenu par BMC. Maintenu, supporté. Maintenu, supporté. C'est délivré sans surcoût. Vous téléchargez l'intégration, vous la déployez et puis c'est prêt à l'usage. Le MFT
au même titre que l'intégration SAP ou l'intégration base de données, qui sont des intégrations que je qualifierais d'historiques dans Control-M, sont par contre développées par les labs de BMC, par les labs de Control-M, et maintenues directement parce que c'est une intégration extrêmement je dirais, soudé au cœur de Control-M. Dans le précédent slide, on n'a pas mentionné l'intégration avec Workflow Insights, qui est notre outil de BI, juste pour mentionner le fait qu'il était possible aussi de faire des recherches dans les différents dashboards de Workflow Insights qu'on voit en bas à droite pour éventuellement faire des statistiques et des analyses sur les transferts de fichiers liés aux différents applicatifs. Donc, je le mentionne juste au passage. Et merci de revenir, parce que du coup, je remarque que le reporting également, nous avons des choses dédiées. Reporting sur les transferts de fichiers internes et externes. Donc là, pour le coup, vous avez des rapports qui sont dédiés à cette activité et encore une fois, la capacité à revenir dans le temps sur n'importe quelle période pour générer ces beaux rapports à format PDF, CSV, Excel. Ça, c'est au choix. Vous définissez. Donc, du coup, pour résumer, la gestion de transfert intégrée dans Control-M, énormément d'avantages. Déjà, en termes de séquencement, on arrête les file watchers, on gère le transfert. Quand le transfert s'est bien opéré, on sécurise effectivement le pilotage du traitement applicatif qui se déroule derrière généralement. Plus de visibilité, une interface pour piloter les traitements applicatifs, les transferts des fichiers, quelque chose que vous pouvez donner accès à n'importe qui au sein de l'organisation et de manière totalement sécurisée. On peut leur donner accès seulement visibilité, aucune action de repris, une consultation de log potentiel ou autre. C'est vraiment donner accès à la vision pour tous. On en a parlé, la possibilité de gérer tout un ensemble de protocoles standards qu'on peut sécuriser, bien évidemment, donc essentiellement autour du FTP. Je rappelle la possibilité de gérer nativement également toute la partie cloud provider. On a parlé du S3, on a parlé de Bob, on a parlé d'ADL Gentoo, de GCP. Et adoption simple. Donc, le gros avantage pour vous en tant que client existant Control-M, c'est que vous avez la possibilité ici de capitaliser sur l'infrastructure et les compétences Control-M existantes. Vous avez déjà la solution, elle est en place, elle fonctionne. C'est vraiment, j'en reparlerai en termes d'implémentation, configuration. Très rapidement, vous pouvez commencer à opérer vos transferts dans Control-M. Si vous êtes utilisateur de l'AFT, on l'a vu tout à l'heure dans le Mentimeter, il y a peut-être une ou deux personnes, c'est complètement anonyme, je ne sais pas de quel client il s'agit, mais si vous êtes encore utilisateur d'AFT, quand vous passez à MFT, tout ce que vous avez paramétré est automatiquement migré, il n'y a pas d'action manuelle à faire, et donc vos jobs AFT sont transformés en jobs MFT. On rajoute quelques champs, concrètement. AFT était le petit frère de MFT. Maintenant, on parle de MFT et effectivement, c'est la base, je dirais, de côté Control-M quand on parle de transfert des fichiers. Donc, je rappelle, finalement, aujourd'hui, on va mettre à disposition 3 types d'interfaces en fonction des profils utilisateurs que vous auriez dans votre organisation. Le Job as Code, je rappelle, c'est finalement pouvoir designer, administrer, piloter Control-M, soit via des JSON, soit via du client Python. On a toujours l'interface classique web pour modéliser nos workflows et aussi les monitorer. Et ensuite, une vue business pour présenter en temps réel, soit le bon respect des engagements sur un niveau de service, soit juste le bon déroulement des différents workflows applicatifs. Des questions avant de conclure? Non, on n'a pas de questions, tu peux continuer. Ok, je vais conclure et passer ensuite rapidement aussi aux interfaces. Je vais montrer quand même un petit peu de MFT, on a un petit peu de roadmap, donc je vais accélérer. Ouais, on va dépasser légèrement, mais c'est pas très dépasse. Proposition de valeur, on a parlé d'améliorer l'efficacité opérationnelle. C'est juste du bon sens de se dire, dans Control-M, maintenant, je vais effectivement à la fois gérer les transferts et le déclenchement, comme on le disait précédemment, des traitements applicatifs de manière à avoir tout ça séquencé de manière naturelle et d'avoir une visibilité centralisée. Améliorer de ce fait la qualité de service, c'est tout simplement vous aider aussi à opérer, je dirais, la vie courante, toute la partie troubleshooting, diagnostic, au quotidien, d'éviter d'avoir à jouer avec une multitude d'interfaces pour comprendre d'où vient le problème et rétablir le service. Expérience self-service. Donc là aussi, j'insiste, le fait de pouvoir finalement donner accès à Control-M à des profils différents qui ne sont pas forcément IT, qui ne sont pas forcément techniques, mais qui peuvent malgré tout paramétrer, configurer et piloter leur transfert de fichiers au sein du système d'information. Et enfin, amélioration de la sécurité. Donc là, c'est plus qu'il y a des contraintes de réglementation où vous devez effectivement de sécuriser certains types de transferts en fonction de la donnée
qui est manipulé au sein de la DSI. Voilà pour la présentation. On arrête sur les slides. C'était pour vous présenter les grands concepts et les challenges, on va dire l'ensemble des grandes fonctionnalités. Je vous propose de basculer sur une instance Control-M existante. Il faut que tu... Non, voilà, c'est bon, on voit correctement. On la voit correctement. C'est parti. Tu es sur une version de Control-M 21.100? Je suis en 21.100, absolument. Et avant de vous montrer quoi que ce soit, c'est déjà parler effectivement comment est-ce que MFT se déploie, s'installe. Donc concrètement, c'est un package que vous devez télécharger, dézipper et installer au niveau de votre Enterprise Manager. Donc c'est une opération qui prend concrètement 1 à 2 minutes. On parle d'un unzip et de lancer un script. Et ensuite, l'étape suivante est de passer via le Control-M Configuration Manager. Donc vous avez dans la partie Manage Deploy la possibilité de faire une nouvelle activité. Vous avez du coup le champ transfert du fichier qui apparaît, l'option Deploy and Install, et vous avez juste à sélectionner les agents sur lesquels vous souhaitez déployer cette capacité. Ouais. Si vous voulez faire la même chose en automatique, notamment si vous faites du Kubernetes, enfin je pense à ça en particulier parce que beaucoup de clients utilisent des environnements éphémères, vous pouvez invoquer l'Automation API pour déployer le package MFT sur un agent que vous aurez préinstallé dans un container. Donc ça rend les choses très simples. Tout à fait. Donc, je deploy, je sélectionne mes agents, installer une deploy, c'est concrètement quelques minutes, et derrière, tout est vert, et on peut démarrer. Donc là, du coup, tout ce qu'il me reste à faire derrière, c'est la partie configuration. Donc, quand j'ai déployé les capacités MFT sur mes agents, je vais dans la partie configuration, je vais dans mes petits plugins, et vous devrez voir apparaître le plugin File Transfer. Et c'est là où vous allez voir, du coup, les agents que vous avez sélectionnés précédemment, pour justement déployer ces capacités de transfert de fichiers. Alors, comme vous le voyez, il y a une petite distinction, FTS pour File Transfer Server, donc c'est l'interface web qui peut être à disposition localement au niveau de ces agents, et la partie Hub, donc qui m'indique que cet agent spécifiquement fait partie d'un site, donc pour les échanges avec mes partenaires externes. Donc celui-ci stocke des informations de mes partenaires externes. Et c'est typiquement ici où on va venir configurer justement quels sont déjà les protocoles que l'on souhaite activer. On a une petite page de configuration, de se dire, tiens, est-ce que je souhaite activer, oui ou non, la capacité FTP, FTPS? Si oui, quel va être le port à utiliser? Si je fais du SSH, le keystore, et pareil pour SFTP. Alors, juste sur cet élément-là, une remarque importante, c'est qu'il n'existe pas de solution gratuite de SFTP sur Windows. Et donc, quand vous êtes utilisateur de MFT et que vous déployez MFT sur un agent Windows, si vous activez SFTP, si vous faites le compte de tous les agents, enfin de tous les sites Windows sur lesquels vous devez faire des transferts SFTP, acheter une solution en ligne pour faire ça, ça peut être extrêmement coûteux quand on y pense. Et donc, utiliser MFT pour faire ça, ça rentre dans le ROI de la solution. Absolument. Donc, comme je le disais, très simplement, on a déployé la capacité MFT sur les agents. Là, on vient configurer le composant MFT localement sur les agents. Et l'étape d'après, c'est tout simplement de venir configurer ces fameux connection profiles. Donc, c'est là où on va mettre les authentifiants, le protocole qui sera utilisé justement pour pouvoir opérer demain la partie transfert de fichiers. Donc, ça, c'est une partie généralement qui est à la charge de l'administrateur. Et comme je le disais, ces connection profiles seront mis à disposition des développeurs. Donc, on fait bien l'axe. Ségrégation des rôles, pour éviter que les développeurs aient accès au compte. Sachant que les connection profiles peuvent aussi être créés par l'Automation API. On nous pose très souvent la question de la relation avec les vaults. Alors, je vous rassure, BMC, les labs de BMC sont en train de réfléchir à cette partie-là. Quand on a, je ne sais pas, ArcServe, qui demande des rotations forcées de mots de passe, on peut tout à fait ajouter des scripts dans ArcServe pour que quand la rotation du mot de passe SFTP se fait, eh bien, ArcServe déclenche un script qui va invoquer l'Automation API pour changer le mot de passe du connection profile utilisé par cet agent. Et comme l'a rappelé effectivement Fred précédemment, ces connection profiles aujourd'hui sont centralisés. Donc, c'est-à-dire, je vais ici le créer une seule fois et il sera synchronisé automatiquement avec l'ensemble des agents MFT déployés au sein de mon parc. Donc, ça permet effectivement d'être assez agile dans le cas de modification, dans le cas de la maintenance justement de tout ça. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est comment finalement on va configurer ces fameux connection profiles. Donc, comme vous voyez, on va définir ici tout simplement le protocole, on va renseigner le hostname, le port TCP/IP utilisé, ainsi que le type d'authentification. Donc, généralement, c'est mot de passe, clé SSH ou la combinaison des deux.
Donc voilà, très classiquement, ces 3 champs à renseigner. Il n'y a pas plus. Je peux vous montrer pour la partie cloud, ça peut être intéressant effectivement. Donc pour l'Amazon, comme je vous disais, on a ces notions de access key, de secret access key, ainsi que la région sur laquelle qui héberge aujourd'hui vos buckets S3. Si on va regarder côté, par exemple, Azure Storage, donc à chaque fois, c'est toujours pareil, hein, c'est vraiment le vocabulaire qui est propre, je dirais, au cloud provider. Donc ça, ce sont des éléments généralement qu'on récupère très facilement de l'administrateur. On lui demande une capture, enfin, on lui fait une capture d'écran des éléments dont on a besoin. Et ça va assez vite. Et concrètement, une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de tester le connection profile avant de le mettre à disposition des développeurs. On s'assure quand même que ça marche. C'est mieux. Ça évite des tickets d'incident en trop. Exactement. Donc, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai configuré mon connection profile, concrètement, c'est parti. Mon développeur peut commencer à travailler et peut commencer à développer. Je vous montre un petit exemple. Je vois qu'il va le retourner. Je ne vais pas vous le créer from scratch, mais je vais vous montrer des choses malgré tout. Allez, j'ouvre tout d'un coup, ça ira beaucoup plus vite. Et effectivement, le grand changement, c'est que, hop, vous avez, je continue, hop, pour pouvoir accéder à ça, vous avez donc un nouveau type de traitement qui est un traitement de type file transfer. Donc, tout simplement, j'en ai un exemple ici. Donc, un job MLT, ça ressemble à quoi? Concrètement, toujours pareil, rien de choquant, on va lui donner un nom, un descriptif, on va lui donner un host ou un nom d'agence sur lequel va s'exécuter ce transfert du fichier. Et c'est ici où vous allez tout simplement spécifier les connection profiles, source et destination. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi directement accéder à l'arborescence locale pour sélectionner un fichier en particulier. Bien évidemment, on pourra ici variabiliser, mettre des patterns, typiquement sur l'ensemble des transferts en termes de source et de destination. Quelle est l'action à opérer vraiment en termes de transfert? Dans quel sens? Est-ce que c'est du replace? Est-ce que c'est j'écrase et je passe à la suite, ainsi de suite? Enfin bon, vous l'aurez compris, tout un ensemble d'options. Donc, encore une fois, quelque chose de très, très simple à paramétrer. Donc, vous voyez, moi, je suis développeur. Potentiellement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 champs à renseigner et j'ai configuré mon transfert. Et ça s'intègre dans la gestion de la production. Il n'y a pas de script à pondre. Tous les champs sont quand même assez explicites. On a même de la gestion, peut-être qu'une personne qui scripterait ne penserait pas, par exemple, songer au nom de retry, si ça plante, ou ne serait-ce que gérer. Je vous rappelle, la base de la base de la base, si je fais un transfert SFTP, mon code retour, il va être lié à la bonne connexion au serveur SFTP distant, mais pas du tout au bon transfert du fichier. Donc, ne serait-ce que gérer ça par du script, c'est un cauchemar. Autant utiliser une vraie solution professionnelle pour le faire. Absolument. Du coup, le monitoring, comme je vous le disais, assez classique, ça reste du monitoring contrôlable. La petite différence, c'est qu'on va bien évidemment pouvoir aussi monitorer, non pas par job, mais par fichier. Donc là aussi, vous aurez une recherche avancée. Je vais revenir sur un petit peu loin là, dans le passé, et qui va vous permettre effectivement de cibler, on va dire, une période dans le temps vraiment, vraiment spécifique et de revenir sur l'historique. Alors, encore une fois, non pas forcément que sur les fichiers en tant que tels, mais vraiment sur aussi les traitements qui potentiellement a opéré le transfert du fichier. C'est la vraie valeur de cette interface de recherche. C'est l'idée qu'un être humain normalement constitué, même extrêmement brillant, Thomas Pesquet, ne peut pas avoir dans sa tête la relation qui existe entre le nom d'un fichier et quel job a transféré le fichier. Donc là, pour faire du troubleshooting, on retrouve très rapidement cette relation. Absolument. Ce que je voulais vous montrer, donc ça, c'est ce que assez classique, MFT. Voilà, j'ai des connection profiles, je configure, j'ai les traitements spécifiques. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est la partie MFTE, donc la partie MFT Enterprise. Et on a, comme je vous le disais, une interface dédiée pour configurer, paramétrer ces fameux sites. Donc, je le rappelle, un site, c'est un concept contrôle-M pour représenter un environnement pour échanger des fichiers avec des partenaires externes. Donc là, ce que tu nous montres, c'est l'interface qui permet de configurer ces sites. Donc là, j'ai un site. Donc, je peux imaginer créer aussi un nouveau site. On parlait tout à l'heure de plaques géographiques. Tiens, j'ai besoin d'échanger avec des partenaires américains. Donc, concrètement, ça va être quoi? Ça va être lui donner le nom du contrôle serveur, l'agent contrôle M pour le hub, user mot de passe, et puis quelques champs libres avec le nom de la société, une adresse email, ce genre de choses. Une fois que j'ai configuré ici mon premier site, je vais pouvoir paramétrer
les différents éléments de mon site, donc ma gateway, mon hub. Quand on parle de paramétrer, ce qu'on va essentiellement paramétrer encore une fois, quels sont les protocoles que l'on va activer. Typiquement, vis-à-vis de mon interface graphique, sur quel port elle va être accessible. Pareil pour la partie HTTP et qu'est-ce que j'active et encore une fois sur quel port. Donc tout ça, vous pourrez le paramétrer directement depuis ces interfaces. Et donc un site, c'est ça, c'est un hub, une gateway, mais c'est aussi des utilisateurs minimum, des utilisateurs et des virtual folders. Donc virtual folders, c'est là où concrètement ils vont venir déposer leurs fichiers ou venir les récupérer. Donc un virtual folder, c'est tout simplement, je vous en montre un exemple, c'est un nom et derrière une arborescence. Alors quand on crée ces fameux virtual folders, par défaut, vous aurez des sous-répertoires incoming, outgoing. Donc, c'est concrètement là où il vient déposer le fichier et là où le partenaire vient récupérer des fichiers que vous auriez produits pour lui. C'est pour créer une ségrégation pour que le partenaire 1 ne voit pas les fichiers déposés par le partenaire 2. Absolument. Et qu'il y ait un véritable silotage entre les différents intervenants. Tout à fait. Et donc, ces utilisateurs, on va les associer dans des groupes et finalement, on va autoriser ces fameux virtual folders, soit à des groupes ou des utilisateurs, tout simplement. La dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai parlé d'automatisation. Donc, c'est justement ces fameuses règles qui vont permettre de définir quelles sont les actions à opérer à la réception d'un fichier ou à l'émission d'un fichier. Donc, comme je le disais, bien souvent, la première chose qu'on fait, c'est une règle. Quand je réceptionne quelque chose, quelle est l'action à mener? Et je vais vous montrer ici, typiquement, donc une règle qui va me permettre de déclencher ici un folder côté contrôle suite à l'arrivée d'un fichier. Donc, on a d'abord une condition qui est à l'arrivée d'un fichier dans un répertoire spécifique. Donc, on a deux types de conditions. Ça peut être un fichier qui match un pattern, donc un format particulier. J'ai du mal sur la langue. C'est terrible. L'anglicisme, c'est terrible maintenant. Donc, ça peut être par rapport à une taille. Enfin, bon, vous aurez compris, en fonction d'un regex. Modèle, expression régulière. Expression régulière. Oh là. Wow. Virtual folder. Et ensuite, donc du coup, ça, c'est la condition. Et ensuite, quelle est l'action à mener? Ce qui va être intéressant, c'est de dire, tiens, je peux ici déclencher la soumission d'un folder côté contrôle. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir envoyer un certain nombre de variables, typiquement à ce job un peu générique, où là, typiquement, je lui envoie l'ensemble de l'arborescence du fichier avec son nom, ce qui me permet d'avoir un job super générique pour pouvoir déclencher donc on factorise par la suite. On factorise la création du job de traitement qui va se colorer en fonction du nom du job du fichier qui aura été reçu. Un élément important, c'est que… c'est ce que je peux montrer, d'ailleurs, je crois que c'est celui-ci. Vous voyez que d'ailleurs, il est là. C'est celui-ci qui est déclenché et lui, il récupère la fameuse variable myFile de ce côté-là. Ce qui est important, c'est qu'on peut créer plusieurs règles qui se déclenchent, plusieurs actions qui se déclenchent pour une même règle. Et donc, je peux faire dans une même ligne qui est représentée ici, réception d'un fichier, première étape, un truc d'analyse antivirus, deuxième étape, je déclenche le folder qui va traiter le fichier. On peut combiner effectivement différentes conditions, différentes actions à mener. Et puis à l'inverse, le fait que je vais vous montrer, c'est je mets au contraire, moi, organisation, un nouveau fichier à destination de mon partenaire externe. Et donc là, la condition, c'est toujours la même, c'est l'arrivée d'un fichier dans un répertoire spécifique. Et là, la possibilité, effectivement, de lui envoyer automatiquement un email. Donc, comme vous le voyez, avec un ensemble aussi d'informations qui sont disponibles sous forme de variables, on pourra enrichir un petit peu le contenu et donner un petit peu plus d'infos, justement, à votre partenaire. J'ai des questions, pardon. Oui. À moins que tu veuilles terminer la démo peut-être d'abord. Je termine. Vas-y. Je suis prêt, je suis sur la fin. Juste pour dire donc, ce qui nous est remonté aussi par nos clients, aujourd'hui, ce qui est complexe pour intégrer les partenaires externes, c'est que pour certains, ils ne sont pas forcément très à l'aise avec des clients FTP. On demande malgré tout de sécuriser les transferts, donc FTP, c'est un peu une passoire. Hein. Voilà. L'idée ici, c'est justement d'aller un petit peu plus loin. Comme je vous l'ai dit, ce qu'on met à disposition nativement, c'est une interface web pour pouvoir opérer les échanges avec vos partenaires. Donc, soit ils utilisent un client FTP, soit vous leur donnez accès donc, à cette interface d'échange. Alors, il faut savoir que le background, je l'ai changé. Hein. C'est juste pour vous dire qu'on peut le customiser. On peut le customiser pour mettre le logo du client, par exemple. Ce n'est pas celui par défaut. Voilà. Ce n'est pas celui par défaut. Vous pouvez le changer, mais concrètement, de toute façon, c'est juste une page de login. C'est un user mot de passe. C'est votre site. Vous faites ce que vous voulez.
Et lui, en gros, quand il va se plugger, ben, il va avoir accès justement à son fameux virtual folder sur lequel il est autorisé de venir plugger des fichiers. Et il va ici pouvoir tout simplement uploader depuis cette interface web un nouveau fichier. Ouais, on peut faire du drag and drop aussi direct. On peut faire du drag and drop direct si on le souhaite. J'ai un nouveau fichier customer qui vient d'arriver. J'ai besoin de l'envoyer absolument toute urgence. Je vais le faire maintenant. Ce qui sera intéressant aussi pour le partenaire, c'est qu'il pourra s'assurer bien évidemment que tout ça, ça a été bien transféré. Alors, chez vous, pour les gros fichiers, ça peut être intéressant. Cette interface-là, cette fenêtre-là a été rajoutée très très récemment dans le Fixpack 100, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, ça permet au partenaire externe d'aller valider lui-même que son fichier a été correctement transféré. Ça évite qu'il retransfère 3 fois le même fichier ou alors qu'il ouvre un ticket d'incident pour gérer ce genre de questions. Donc ça, c'est ce que vous voyez du prisme de votre partenaire externe, une interface web où très simplement, il peut venir déposer ou venir aussi récupérer des fichiers que vous auriez mis à sa disposition. Donc voilà comment, de manière très simple, on va pouvoir opérer des échanges de fichiers avec tous ces partenaires et, comme je vous disais, aussi pouvoir automatiser l'intégration d'un nouveau partenaire. Je vous montre juste le dernier exemple, ça c'est intéressant. Je vais vous parler très rapidement d'Automation API, mais vous allez voir sous un prisme, on va dire, de services. Donc, vous savez que dans ControlM, on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des services, et des workflows, des folders qui sont prédéfinis. Ce qu'on appelle en français un menu de commande. Un menu de commande. Donc là, par exemple, j'en ai un qui est derrière la possibilité d'intégrer un nouveau partenaire. Ben, l'idée, c'est que j'ai finalement construit un workflow derrière qui utilise le mode commande ControlM pour venir créer le user, le loquer, mettre à jour le site, mettre à jour le virtual folder et notifier la personne. Ce qui fait que derrière… C'est pas le mode commande, c'est Automation API. C'est l'API. API, excuse-moi. Et ce qui est effectivement basé sur du mode commande. Oui. Donc là, finalement, j'ai la possibilité, comme vous le voyez, d'intégrer un nouveau partenaire en renseignant concrètement 5 champs. Je renseigne ces 5 champs et vous avez derrière, en quelques secondes, quelques minutes, l'ensemble des actions qui vont se dérouler derrière pour justement mettre en place tout ce qu'il faut pour intégrer ce nouveau partenaire. Je vous avais ici l'exemple sur la gauche du flux qui est lancé derrière. Et comme je vous disais, c'est ça, c'est la création du user. Si on clique sur le détail, vous voyez, c'est du CTM config et derrière les différentes variables qui ont été récupérées précédemment. C'est vraiment quelque chose de très standard, mais ça nous permet de faire le travail en potentiellement moins de 2 minutes et en renseignant 5 champs, donner la possibilité à un nouveau partenaire de venir tout de suite échanger des fichiers. Alors évidemment, on peut avoir le flux inverse qui détruit un hub, qui détruit les utilisateurs si un partenaire est… Absolument. Donc là, on est sur la partie Automation API et on est sur la création, suppression, modification. On peut tout faire. C'est ce qu'il faut garder en tête. Ce que je dis souvent, c'est ce que je fais via l'interface, peut se faire via Automation API. Et de plus en plus, bien sûr. Alors, j'en arrive aux questions qui sont dans le chat. Est-il possible de transférer depuis un S3 vers un partenaire directement? Absolument. Donc, on peut tout à fait récupérer un fichier d'un bucket S3 et déposer le fichier directement dans le hub pour qu'il soit visible d'un client externe par son hub, par son interface web. Interface web. Ouais. Connection profile S3 vers site externe sans passer par un connection profile local. De toute façon, tout est centralisé maintenant. Je pense que ce serait créer des profils de connexion locaux. On ne le recommande pas parce que derrière, ce qu'on disait, c'est les problématiques de maintenance en fait. Dès que vous allez avoir un credential qui va changer, ça va être plus long. Ouais. Alors, est-il possible de mapper un VFD avec un partage NAS ou un chemin local? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre techniquement la question. Je crois que la personne qui nous pose la question nous avait déjà relancé sur ce sujet, je crois. Il faudra que je repose la question en interne. Ce que je peux vous dire, c'est que dès lors que le MFT est installé sur une machine Windows, on supporte les chemins de partage Windows. Ça, le MFT le fait. Mais mapper un VFT avec un partage NAS ou un chemin local, alors partage NAS, oui, si c'est Samba ou NFS, chemin local, oui, bien entendu. Un VFD, je ne sais pas.
Il va falloir que je valide ça. Autre question. Donc, avec ces règles, on n'a plus besoin de job. Ben, ça dépend de ce qu'on fait. Si c'est un script, on n'a plus besoin de job. Si par contre, on déclenche un folder pour traiter le fichier, oui, on a besoin de job. C'est ça. Ouais. Si c'est effectivement une commande qui doit être passée, bon, bah, la règle se suffit elle-même. Mais si vous avez effectivement tout un workflow applicatif, une clôture comptable SAP, forcément, il y a tout un folder mieux déclencher le folder associé. Et donc, la question aussi, c'est on peut envoyer et recevoir sans job et qu'avec des règles. Dans la mesure où on refait du scripting SFTP. Oui, les règles, elles sont génériques. Il faut se dire c'est quand même quelque chose sur événement. Ne mettez pas de script dans les règles. Enfin, l'idée, c'est plutôt déclencher du folder, comme je vous le disais. Alors, autre question, dans les profils de connexion centralisée, la clé SSH est propagée sur les agents. Alors, je crois qu'en Fixpack 100, pas encore. Pas encore. Mais ça fait partie du Fixpack 200. Et donc, ça nous amène à la roadmap. À la roadmap, effectivement. Et je vais pouvoir basculer du coup sur la partie solution. Voilà. Hop. Et on revient ici. Voilà. Donc, il nous reste quelques slides. On va parler rapidement des évolutions. Alors là, c'est l'état de l'art de la 21.100. La 21.100, elle est sortie en juin, si je ne dis pas de bêtises. Avant l'été, oui. Ouais, mais c'était mai ou juin. Certains d'entre vous l'ont déjà implémenté. Donc, dans Control-M MFT, donc on a l'intégration avec Oracle Cloud Infrastructure pour le stockage du même type qu'S3 ou Blob, mais pour OCI. L'encryption des options qui ont été rajoutées pour S3 et Google. Gestion des fichiers par ordre d'arrivée, les transferts parallélisés, et pour Elix, BMC Elix Control-M, on a rajouté pour l'option MFT les connexions de profile en dual, c'est-à-dire qu'on met un point d'entrée, un point de sortie, qui sont deux éléments séparés, deux points logiques séparés, de définition logique. Pour MFT Enterprise, il y a le folder par défaut, l'IP filtering. Alors, si je me souviens bien, il y a une blacklist et une whitelist qui ont été ajoutées. Les gestions des privilèges des folders virtuels, les supports des clés SSH, alors soit clé SSH seule, soit password pour mot de passe par l'authentification, et les clés de stockage SSH qui sont dans le serveur LDAP. Donc ça, c'est pour l'état actuel de la situation. Pour slide suivant, un petit rappel, hein, comme on va parler de la roadmap, il y a des choses qui sont encore sujettes à évolution. Enfin, je le dis tout de suite, hein, le Fixpack 200, il est prévu pour décembre. C'est le mois prochain, on va se le dire franchement. On ne changera plus grand-chose. Donc, ce qui va être affiché à l'écran, a priori, est validé complètement. Vas-y, tu peux y aller. Donc, je crois qu'on a 2 slides. Hein. Alors, un élément très important, si vous êtes utilisateur régulier du dashboard MFT qui est actuellement dans le client lourd, si vous appliquez le Fixpack 200, le dashboard MFT va disparaître du client lourd et va être entièrement porté sur le client web, ce qui nous a permis de l'améliorer, de l'amplifier, d'apporter je dirais des éléments complémentaires par rapport à ce qu'il propose. Et du coup, il est devenu pas franchement plus modulaire, mais plus complet dans son affichage. Donc, on aura l'occasion de le montrer lors d'un futur webinaire, quand le Fixpack 200 sera sorti. Je te laisse appuyer. Pour Elix, c'est pareil, on va mettre à jour tout ce qui est sur la partie MFT pour les clients de Elix Control-M. On le fera sans redémarrer l'agent quand vous aurez besoin de déployer le MFT sur vos agents et sans interruption de service. C'est pareil pour la migration de on-prem vers SaaS. Si vous êtes en partance de l'on-premise vers BMC Elix Control-M, ce sera pris en compte. On a centralisé les clés SSH. On en parlait il y a quelques secondes. C'est l'élément le plus important. Hein. Ça a été réclamé par beaucoup de clients parce que c'est cool de supporter les clés SSH, mais s'il faut scoltiner des scripts ou de l'orchestration pour déployer les clés SSH, c'est un petit cauchemar. Là, ce sera déployé automatiquement. On a des cas d'usage qui nous ont été demandés sur SharePoint. Et donc, on parle de Microsoft SharePoint, hein, c'est bien de ça dont on parle. Et donc, on a ajouté SharePoint dans les capacités de transfert de MFT. Et donc, ça vient avec le Fixpack 200. On a des petites choses qui ont été rajoutées,
des expressions régulières, le support d'expressions régulières. On a corrigé dans le file watcher le fichier, enfin des déclenchements sur la taille maximale d'un fichier. On a rajouté des détails complémentaires dans l'output de transfert de fichiers. Donc tout ça, ça a été ajouté. Il y a encore un tout petit truc. Oui, il y a encore des trucs. Voilà. Donc oui, c'est ça. Non, ça c'est le même slide. Avance. Allez, MFTE. Sur MFTE, alors il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été demandées. Single login pour le MFTE, et aussi beaucoup de clients qui nous ont demandé de faire du MFA, Multiple Factor Authentication. Alors, on n'a pas fait d'évolution sur cette partie-là, mais on sait qu'il y a des clients qui ont déjà, par exemple des clients d'Octa, ont déjà travaillé sur cette intégration et ça marche. Donc, si vous le souhaitez, si vous avez un centralisateur d'authentification, il est possible de faire du multiple factor pour accéder au MFTE. On a fait un upgrade d'Angular aussi, qui est la technologie qui est derrière l'interface web de MFTE. On a aussi ajouté des langages. Oui, monsieur, oui, madame. Dans l'interface web, avec le Fixpack 200, on supporte le français, l'espagnol et l'allemand. Ce coup-ci, les Italiens n'ont pas eu droit à leur intégration, enfin leur localisation, mais en tout cas, le français est dedans. Donc, si vous voulez proposer une interface web MFTE pour vos partenaires qui ne sont absolument pas anglophones, eh ben, ils auront l'interface en français. On a amélioré les règles pour l'upload, pour le push, pour le téléchargement et pour le pull. Donc, pour améliorer les règles de processing. Voilà, je te laisse afficher. Pour le web portal, donc là, j'ai parlé de la localisation. Il y a le login page qui a été amélioré. On a changé quelques petits trucs, c'est un peu cosmétique. Pour l'administration, il y a aussi des messages qui sont liés, qu'on peut envoyer aux partenaires externes. On a amélioré la navigation, donc on a fait encore quelques évolutions à ce niveau-là. L'intégration avec les IDP, notamment pour les partenaires externes, et ça c'était quelque chose qui était très attendu. Je pense très fort à toi. Claude, je pense à toi parce que je crois que c'est toi qui l'as demandé. Hein, tu as été un des premiers. Donc, on pourra avoir des partenaires externes qui auront leur IDP qui seront reconnus. Et donc, j'en parlais, le MFA pour le transfert de fichiers. Ça se fera au travers de technologies probablement séparées, mais tout le monde utilise une technologie différente. Donc, là-dessus, on fournira les moyens de s'intégrer. Je crois qu'il reste un dernier point. Oui, beaucoup d'utilisateurs de LX Control M nous ont demandé aussi l'adjonction du MFTE et ça va être fait au travers du Fixpack 200. Donc pour les clients de BMC LX Control M, il n'y a rien à faire. Le Fixpack 200 sera appliqué automatiquement. Vous serez prévenu à l'avance, bien entendu, parce qu'il peut y avoir des interruptions de service, mais automatiquement, vous allez bénéficier de certaines choses qui vont apparaître dans votre interface. Un beau jour, ou était-ce une nuit, vous vous connecterez et hop, vous aurez... on a appliqué le Fixpack 200, vous avez tout ça disponible. Donc, ce sera à votre disposition automatiquement. On a des questions. Virtual folder ou... Ah oui, c'est le VFD. D'accord, OK. Alors, je reviens sur la question. Est-il possible de mapper un VFD, donc Virtual Folder Directory, Virtual File Directory, avec un partage NAS ou un chemin local? Oui. En fait, derrière, côté hub, on peut mettre tous les links qu'on veut, les chemins. Ouais. Du moment, mais il faudrait peut-être un login password. C'est côté hub. C'est côté hub. Et après, toute la partie sécurité se fait sur système, authentification. C'est au niveau système que ça se fait. Donc, la réponse est oui. Et LDAP-S est compatible avec MFTE. Donc, c'est LDAP sécurisé, je pense. Ça sera peut-être une question pour en cours. Alors, ouais, ça c'est plus pour la roadmap, du coup. Oui. À poser effectivement côté PO. Ouais. On reviendra éventuellement sur cette question, Stéphane. Spécifiquement, je sais comment te joindre. Voilà pour les questions-réponses. On va clôturer ce webinaire qu'on a largement dépassé.
On est désolé. On a déjà perdu une partie du cheptel, mais c'est pas grave. Vas-y, tu peux avancer sur les derniers slides, Pierre. Voilà, nos prochains rendez-vous, très importants. Le 28 novembre, c'est mardi soir prochain, on a un after work au morning. C'est rue de Cléry à Paris, dans le second arrondissement, je crois. Entre 17h30 et 19h30, on fait un événement Wonder Woman in Automation. C'est pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui supportent la cause de l'égalité des sexes. Donc, si vous voulez venir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous enregistrer ou même passer, il n'y a pas de problème. 17h30, morning, rue de Cléry. On va aborder plein de sujets. On aura des guests et on pourra discuter d'introduire un peu plus de féminin dans les équipes techniques. Parce que vous voyez, sur un webinar, on n'est pas bon, hein, on est deux mecs, voilà, une fois de plus. Donc, il faut faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et pour BMC, très important, le 5 février, prenez vos calepins, on a le BMC Day à l'hôtel Le Marois. Donc, c'est à Paris, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et là, pour le coup, c'est un événement BMC global où il y aura les trois piliers qui seront représentés, donc ISOT, DSOM et DBA. Et on va parler de tout un tas de sujets, de data pipeline, de data quality. On va parler éventuellement des évolutions du Fixpack 200 introduites par le Fixpack 200. Vous verrez de facto la nouvelle version de Control-M avec le Fixpack 200 parce qu'il sera sorti entre-temps. Si vous voulez nous poser des questions, c'est aussi le bon endroit. On pourra se serrer la main et boire un coup ensemble. Et on parlera de la roadmap aussi parce que c'est important. Et il y aura du beau linge. Je pense que des gens des labs seront présents. Ça me paraît très normal. Voilà. Donc, si vous avez des questions complémentaires, vous avez le mail de Pierre, pierre_clapier@bmc.com ou votre contact commercial habituel. On a beaucoup de ressources disponibles sur YouTube. On se faisait la réflexion avant de commencer le webinaire. Il y a plein de... Vous allez sur YouTube, vous tapez BMC Control-M MFT ou BMC Control-M MFTE. Vous aurez plein d'explications. Alors, ce ne sera pas toujours en français, mais je vais me débrouiller pour que le webinaire qu'on enregistre actuellement soit disponible sur YouTube très rapidement. Et donc, vous avez toutes les ressources nécessaires pour répondre à toutes vos questions. Ça, c'est disponible publiquement. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous remercier. C'est un webinaire très complet, je pense, que nous venons de faire. Donc, ça clôture notre webinaire technique. J'espère que ce qui a été expliqué et démontré, ça vous est utile ou ça vous sera utile. Une fois de plus, merci pour votre attention et votre disponibilité. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à bientôt. Bonne journée. À bientôt, au revoir. Bonne journée.